and I together. Entre ici, Jean Moulin. Yes, we can. C'est un vieux pays. Vive le Québec. Le 10 décembre 2010, Mohamed Bouazizi, un jeune vendeur ambulant, s'immole par le feu. Ses marchandises viennent une nouvelle fois d'être confisquées par les forces de l'ordre. Avec lui, la Tunisie tout entière s'enflamme. C'est le début de la révolution de Jasmin. Une révolution, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui conduit véritablement le pays à se rebeller contre le pouvoir en place ? Eh bien, c'est ce que l'on va voir. Et surtout, nous verrons les conséquences d'une telle révolution aujourd'hui. Il y a 10 ans, donc, la Tunisie souffrait de fortes inégalités sociales, économiques et politiques. Le sous-prolétariat nourrissait un profond sentiment d'injustice. Si les grandes villes du pays situées le long du littoral méditerranéen prospèrent, l'intérieur du pays se sent lésé. En 2008 déjà, les mineurs du bassin de Kafsa se révoltent. Même chose à l'été 2010. Les travailleurs demandent de meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail. Chez les jeunes aussi, la colère gronde, puisque les jeunes diplômés ne trouvent pas de travail. Sans perspective d'avenir, eux aussi nourrissent un sentiment de colère. La population tunisienne se compose alors de 42% de personnes âgées de moins de 25 ans. Ils sont souvent diplômés et remettent en question le système inégalitaire en place. Pour donner quelques chiffres, en 2010, 44% des femmes diplômées sont au chômage, contre un quart des hommes. Il y a aussi le fait que la corruption et la répression policière ravagent le pays. Les causes de la protestation sont aussi politiques. Ben Ali est à la tête de la Tunisie depuis 23 ans. Lui et sa famille sont quotidiennement accusés de corruption, de détournement d'argent public. Le clan Ben Ali est même considéré comme mafieux à l'étranger. Mais en Tunisie, le régime est alors soutenu par la presse qui relaie les activités du parti au pouvoir, le Rassemblement constitutionnel démocratique. L'élément déclencheur de la révolution tunisienne, c'est l'affaire Bouazizi. Il meurt quelques jours après son immolation. Mais la ville de Sidi Bouzid où cela s'est passé devient le berceau de la révolution. L'acte désespéré du vendeur de fruits et légumes trouve un écho tout particulier dans la population tunisienne. La jeunesse tunisienne s'identifie à lui et ce sont 5000 personnes qui assistent à son enterrement. À son tour, la population tunisienne proteste contre la misère et le chômage. C'est le début des printemps arabes et les contestations enflammeront bientôt d'autres pays maghrébins et même certains dans la péninsule arabique. Donc, à partir de décembre 2010, le centre de la Tunisie manifeste et s'ensuit des bavures policières. Elle tue plusieurs manifestants et donc en janvier 2011, le pays tout entier proteste contre le système autoritaire en place. Ben Ali tente alors de calmer l'agitation, mais rien n'y fait, la révolution est en marche. À Tunis, l'armée prend bientôt la défense même des manifestants face aux policiers. Le dirigeant Ben Ali doit alors fuir son pays le 14 janvier 2011. Il part se réfugier en Arabie Saoudite. À la suite de cela, une vaste épuration a lieu dans les rangs des principaux dissidents corrompus. Donc, un mois après l'immolation de Mohamed Bouazizi, les manifestations et la grève générale renversent le régime au pouvoir depuis 23 ans. La Tunisie entre alors dans une phase de transition post-Ben Ali. Un gouvernement d'union nationale est créé. Les affrontements auront causé 338 morts et plus de 2000 blessés à travers tout le pays. En 10 ans, donc 10 ans après cela, la Tunisie s'est démocratisée sur le plan politique. Dorénavant, le pays organise des élections libres, mais l'arrivée du Parti conservateur en 2011 a fait craindre une islamisation de la société. Et il y a eu quand même une sorte d'islamisation politique, mais elle a été déstabilisée lors des dernières élections de 2019. Puisque lors de ces dernières présidentielles, le président élu est Kais Saied. Il est issu d'aucun parti traditionnel, mais il se définit lui-même comme ultra-conservateur, mais pas comme islamiste. Donc, les médias tunisiens révélaient le 28 janvier dernier que ce président-là, Kais Saied, avait été victime d'une tentative d'empoisonnement. L'enquête est en cours, mais cette affaire intervient dans un climat politique déjà très tendu en Tunisie.
puisqu'il y a toujours de vives altercations entre le gouvernement conservateur indépendant qui est au pouvoir et le parti conservateur islamiste. La Tunisie a rétabli aussi la liberté d'expression en 10 ans, donc une liberté de manifester, une liberté de la presse, où dorénavant le gouvernement peut être critiqué, ce qui n'était pas le cas sous l'ère Ben Ali. Et la Tunisie s'est aussi dotée d'une nouvelle constitution saluée à l'international. Mais malgré cela, la sphère politique semble encore fragile, puisque la corruption et le clientélisme n'ont toujours pas disparu. Si ce n'est plus la famille du président qui tire les ficelles du pays, le pouvoir est détenu par des technocrates. D'ailleurs, les partis politiques sont eux-mêmes financés par de riches chefs d'entreprise. Ceci, ça influe directement sur les politiques mises en place. Et donc, l'économie ne peut pas être réformée. Pauvreté et chômage sont même loin d'être endigués, et les régions du centre du pays ont des taux de chômage nettement supérieurs, même 3 fois supérieurs à ce qui pouvait être en 2010. Les mouvements sociaux n'ont même jamais cessé dans ces régions du centre, et en 10 ans, énormément de Tunisiens du sud ont migré vers le nord, qui lui est toujours plus prospère. Depuis 1 an, la pandémie de coronavirus a empêché les touristes de venir, et pourtant le tourisme, ça constitue quand même 14% du PIB annuel tunisien. Donc on voit bien ici que les promesses de la révolution de Jasmin ne sont pas toutes tenues, et que sur le plan économique surtout, cela vacille. D'ailleurs, les 10 ans de la chute de Ben Ali en janvier dernier intervenaient durant cette même crise sanitaire que nous connaissons. Le couvre-feu instauré à 16h durant la semaine anniversaire a créé d'immenses protestations. Les Tunisiens sont descendus dans la rue pour manifester leur colère. Pas tant par rapport aux restrictions sanitaires, mais plus par rapport au fait que l'économie tunisienne s'écroule. En 1 an, la Tunisie a dû supprimer plus de 165 000 emplois. Dans le domaine de l'artisanat, par exemple, c'est 40% des entreprises qui ont dû fermer. Le chômage atteint aujourd'hui 18% de la population en âge de travailler, et donc l'espoir d'une vie meilleure permis grâce à la révolution ne s'est donc que partiellement réalisé.